avez choisi Presse Afrique TV HD pour vous informer et vous faites bien, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Mais d'abord, l'actualité en bref. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi portant suppression du HCCT et du CSE. Un texte rejeté par 83 députés de Benno Bokk Yakaar. 80 parlementaires ont voté pour la suppression de ces deux institutions. L'Assemblée nationale a confirmé la commission de loi qui avait déjà rejeté samedi ce projet initié par le président de la République, qui avait d'ailleurs convoqué une commission extraordinaire en s'appuyant sur l'article 63 de la Constitution. Avec ce rejet, nous restons avec la 2STV. Rejet du projet de loi portant suppression de ces deux institutions va avoir des conséquences, notamment sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon l'ancien parlementaire Malick Gueye, pour lui, les députés de la 14e législature n'étaient pas à la hauteur des attentes des citoyens sénégalais. Il pense que les députés de Benno Bokk Yakaar avaient l'occasion de se montrer à la hauteur, renchérit-il. Nous l'écoutons au micro de la 2STV. C'est en plénière. Et je pense que si normalement Benno Bokk Yakaar exerce un vote de groupe parlementaire, le projet doit être rejeté en plénière. Maintenant, s'il est rejeté en plénière, le président de la République prendra ses responsabilités et il y aura des conséquences sur éventuellement peut-être la dissolution de l'Assemblée nationale. De toute façon, le Conseil constitutionnel a donné une décision au président de pouvoir dissoudre à partir du 12. Donc, je pense qu'à partir du 12, on verra ce que le président fera par rapport à cela. Maintenant, ce qui est constant, c'est que moi, je pense que cette Assemblée nationale n'a pas pu quand même être une Assemblée en tant que telle. Bon, je me rappelle très bien, en commission de réforme à l'Assemblée nationale de la 13e législature, c'est ce qui avait proposé de prolonger le mandat de la 13e législature et d'organiser des élections en 2024. Peut-être ont eu raison sur la transition qui a existé. Parce que l'Assemblée n'a pas pu jouer ce rôle de responsabilité. Moi, j'attendais peut-être que les députés Benno Bokk Yakaar puissent prendre de la hauteur pour voter ce projet de loi du président de la République, pour lui permettre de gagner du temps sur éventuellement... Et puis d'ailleurs, ça va les honorer. Parce qu'on dira, l'histoire retiendra que en réalité, ce vote de dissolution du HCCT a été... À présent, on parle de tout à fait autre chose avec Walfadjri, des questions Louga. Mort de Ndeye Penda Touré à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Sa mère parle de non-assistance à une personne en danger. Suivons les éclairages de Mam Aram Bey. Ses propos sont recueillis par Omar Kairé. C'est eux qui lui ont donné le jour de l'opération. Quand elle est venue, elle s'est rendue dans les lieux indiqués et on lui a remis les papiers. Après l'opération, ceux qui devaient l'acheminer dans la salle l'ont juste déposé et parti. Nous sommes venus la voir, mais les surveillants nous ont chassés comme des malpropres. Ensuite, nous sommes restés dehors sans savoir dans quelles conditions elle était. Après, quand nous sommes entrés dans la salle, je l'ai vue dans un autre état. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. C'est au dernier moment que j'ai aperçu une dame à qui j'ai demandé de venir voir le malade. Elle m'a rétorqué que les sages-femmes sont dans l'autre salle. Je suis allé là-bas appeler, mais personne n'a répondu. Je suis retourné sur mes pas et j'ai croisé encore la même femme à qui j'ai demandé de venir voir le malade. Mais elle m'a dit que ce n'était rien, seulement l'effet de l'anesthésie. Et elle est entrée dans une autre salle à s'occuper des perfusions qu'elle avait. Je lui ai demandé à 2 reprises de venir voir la malade, mais elle n'a pu payer mot. C'est après avoir terminé avec les perfusions qu'elle est venue et nous sommes entrés dans la salle. Mais on a trouvé la malade presque inerte. Elle a essayé de la soulever, mais la tête ne tenait plus. C'est là que je lui ai fait savoir qu'elle n'était plus. C'est en ce moment qu'elle est sortie pour aller chercher de l'aide. Elle est revenue avec une autre femme et leur matériel en essayant de la réanimer. Mais c'était déjà trop tard. Elle est déjà morte. Les sages-femmes ne respectent personne ici. Elles ne témoignent aucun respect ni pour les malades ni pour les accompagnants. Nous sommes fatigués car pendant une semaine nous réglions les analyses des échographies. D'ailleurs, la dernière analyse que nous avons faite nous a coûté 10 000 francs et c'est après l'avoir fait que nous avons été programmés pour l'opération. Quoi qu'il en soit, les sages-femmes devaient assister à la malade vu qu'elle était déjà trop fatiguée. Mais rien, aucun geste envers elle. Nous avons perdu. Toutes les femmes qui se mettent à pleurer dans la rue aussi ont perdu. Je plaide pour toutes les femmes. L'hôpital Grand Louga est en train de finir
unir les femmes, car dans les maisons, presque tous les enfants ont perdu leur maman. Nous demandons de l'aide et nous voulons... À présent, en direction la RTS, programme de réunion préparatoire des États généraux de l'industrie du commerce PME et PMI se tient à Dakar de septembre à novembre 2024 avec une réalisation de la participation des 14 régions du Sénégal. C'est pour une mise en place d'une nouvelle politique industrielle et commerciale. Au Sénégal, horizon 2050, la cérémonie de lancement sera présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 19 septembre prochain. Les détails, c'est avec Djaïna Badia. Par cette réunion préparatoire, ils vont permettre d'élaborer des solutions aux obstacles qui plombent les deux secteurs dans un délai de 2 mois. Nous importons encore l'équivalent de 6 000 milliards de produits. Nous importons encore 2 500 produits industriels. Vous êtes d'accord que pendant que les autres pays industriels sont à 50, 60, 70% de par l'industrie dans le PIB, nous sommes encore loin derrière. C'est pour ça que nous sommes dit qu'il est temps peut-être de faire des états généraux où nous devons réfléchir d'abord sur les causes du sous-développement industriel du Sénégal. Le chef de l'État place l'industrie au cœur de sa politique économique. Pour booster le secteur, une démarche inclusive sera adoptée. Le premier temps, c'est ce temps donc, des assises à Diamniadio. Le deuxième, c'est aller maintenant dans les régions, dans les chambres de commerce, auprès des gouverneurs, des maires, pour leur dire à leur avis pourquoi ces régions de Tamba, de Matam ne sont pas développées sur le plan industriel. Donc on va recueillir l'avis de tout le monde pour la première fois sur une base inclusive. L'industrie emploie 23% de la population active et le commerce 14,6%. Les deux secteurs contribuent ainsi à 25% et 13% du PIB respectivement. Une contribution relativement faible au regard du potentiel. Cependant, cette initiative suscite de l'espoir pour le secteur privé. Un développement ne peut pas se faire sans les industries parce que c'est nous qui créons la richesse, c'est nous qui créons les emplois. Et l'industrie a toujours été le parent pauvre des actions gouvernementales et je crois que c'est une aubaine aujourd'hui que le ministre initie ces états généraux qui permettront de développer le secteur industriel, mais aussi développer tout ce qui est approche filière. Les résultats de ces travaux feront l'objet d'un document qui sera transmis au chef de l'État. Les États généraux prendront fin du 14 au 15 novembre et un groupe consulté. Et puis préparatif du Gamou de Tivaouane à quelques semaines de la célébration de l'édition 2024, le ministre de l'Intérieur a présidé une réunion nationale consacrée à l'organisation. Au menu des discussions, des questions relatives entre autres à l'eau, l'électricité, santé, mais également l'accès dans la ville sainte. Mamou Moussa Diagne pour un compte rendu. Le Gamou, c'est dans moins de 2 semaines. Tivaouane attend des milliers de fidèles musulmans. Pour faire face à l'afflux massif de pèlerins, des actions seront entreprises pour améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement. C'est pourquoi, au cours de la rencontre, il a surtout été question de l'assainissement et de l'alimentation en eau potable. Des dispositifs de pompage seront implantés, des dizaines de camions de vidange seront disponibles pendant au moins 15 jours par l'ONAS. Comme chaque année, des branchements sociaux et des centaines de points d'eau de rue sont prévus. D'ailleurs, la SONES est en train de procéder à une extension du réseau sur une distance de 10 km. S'agissant de l'accès à la ville de Tivaouane, les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 2 reliant Thiès à Tivaouane sont terminés. Cela devrait faciliter l'accès à la ville pendant cette période de plein hivernage. Sur le plan sanitaire, des postes de santé avancés sont prévus. Au moins 2000 agents de santé sont attendus à Tivaouane, accompagnés d'ambulances. Pour sa part, le service d'hygiène a démarré les opérations de désinfection. Le ministre de l'Intérieur a invité les représentants de l'État à s'évertuer pour un respect des engagements. La délégation du comité d'organisation du Gamou s'est félicitée des dispositions prises par l'État pour un bon déroulement du Gamou. La célébration du Gamou de Tivaouane commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Parlons à présent sport prévu pour ce mardi 9 septembre à Rad en Tunisie. Les championnats de karaté risquent de se faire sans la participation des Sénégalais. C'est la crainte du président de la Fédération du karaté qui s'est exprimé au micro de Fatima Silla. Son nom, c'est Al-Martar Diop. Nous l'écoutons. En une seule, à savoir les cadets, les juniors et les espoirs. Si on regarde en termes de catégories, juste pour les combats, il y a 29 catégories individuelles. Pour les katas, c'est 29 hommes et dames. Pour les katas, il y en a 6 catégories individuelles hommes et dames et 2 catégories en équipe. Donc en termes de nombre d'athlètes qui doivent participer, le maximum, ça tourne autour de 41-43. On a toujours su que le Sénégal ne pourra jamais déplacer une quarantaine d'athlètes, c'est-à-dire que des délégations de 50 et quelques, je pense que peut-être pour des disciplines comme le karaté ou d'autres, c'est un peu quand même difficile de prétendre à ça, mais il y a un minimum, c'est-à-dire que si on veut compétir et qu'à la fin qu'on puisse être dans le classement général au niveau des médailles, il y a un minimum qu'il faut déplacer, sinon dès le départ, on aura des difficultés. Mais je pense qu'avec les échanges qu'on a eus avec Madame la ministre et puis avec son équipe, les choses peut-être vont se décanter le plus rapidement possible. Dans la stratégie de la fédération, de miser particulièrement sur les cadets et juniors pour préparer la relève, parce que on a vu actuellement au niveau des seniors, c'est l'Égypte qui domine au niveau, non seulement au niveau africain, mais au niveau mondial aussi dans les combats. Donc, et ce que l'Égypte a l'habitude de faire, c'est que les petites catégories participent à toutes les compétitions Youth League, ils participent aux championnats du monde de cadets juniors espoirs, c'est les mêmes délégations qu'ils déplacent. Certainement, tous ceux qui seront au championnat d'Afrique seront certainement pour les Égyptiens au championnat du monde de cadets juniors espoirs. Donc quand on arrive au niveau senior, ils auront tellement de compétitions dans les jambes internationales, donc ils auront 4 ans pour certains d'expérience de compétition internationale. Si on ne fait pas la même chose, si on ne se met pas dans la même dynamique. Ça n'est tout pour ce journal des JT. L'information revient en version Wolof. Ce sera avec Moulay Mboup. Ce sera à 11h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans votre blog d'information Midi King. À tout à l'heure.